Au château de Vincennes, le service historique des armées conserve les dossiers de tous les officiers de l'armée française, depuis Louis XIV jusqu'à nos jours. Tous les rêves de gloire, tous les hauts faits d'armes, toutes les grandeurs et toutes les servitudes, toutes les misères et toutes les agonies, de près de 2 millions de vies humaines, sont résumées ici en quelques phrases, dans un style sec et administratif, calligraphié à la plume d'oie ou à la plume sergent-major. Promu capitaine sur le champ de bataille à Austerlitz, 2 décembre 1805. Mort au champ d'honneur, Côte 304, Verdun, 18 novembre 1916. Ils sont tous là, les mousquetaires du roi, les grognards de l'empereur, les poilus de la Marne, rangés comme pour une dernière parade, alignés comme dans un cimetière militaire sur 150 kilomètres de rayonnage. Un seul de ces 2 millions de dossiers est relié en cuir rouge, celui de Napoléon Bonaparte, que présente le colonel Paoli. Ce dossier s'ouvre à la première page par l'état des services de Bonaparte, prénom Napoléon. État signalétique et des services, dont la forme rappelle absolument celle de n'importe quel officier de l'armée française. Nous voyons que Bonaparte, Napoléon, est le fils de Charles Bonaparte et de Laetitia Ramolino, né le 15 août 1769 à Ajaccio. Nous le voyons élève à l'école militaire de Brienne en 1779. Il est nommé lieutenant d'artillerie en 1785 et en 5 ans et demi, nous voyons ce jeune officier devenir général de brigade. Les événements qui se poursuivent alors font qu'il est compromis à la suite de Robespierre dans l'affaire du 9 Thermidor. Il est mis en état d'arrestation, mais il réussit très vite à se laver de toute accusation. Il est réintégré. Malgré tout, il sent sa carrière compromise et il songe un moment à se mettre au service du Grand Turc. C'est ainsi que dans cet état des services, nous voyons qu'il est autorisé à passer au service du grand seigneur. C'est-à-dire le Grand Turc. C'est-à-dire le Grand Turc, exactement. Il abandonne cette idée car il est nommé, grâce à Barras, général de division et commandant en chef de l'armée d'Italie. C'est la victorieuse campagne d'Italie. En rentrant de la campagne d'Italie, il sera nommé commandant en chef de l'armée d'Angleterre. Cette armée d'Angleterre se transforme en expédition d'Égypte. Au retour d'Égypte, Bonaparte fait une carrière fulgurante, vous la connaissez, je la rappelle sans énumérer les dates: consul de la République, premier consul, président de la République italienne, consul à vie, médiateur de la Confédération suisse, empereur des Français, roi d'Italie, protecteur de la Confédération du Rhin, et l'état de service le signale, mort à Sainte-Hélène le 5 mai 1821. Napoléon Bonaparte, un des plus grands stratèges de tous les temps. Des nombreux traits de son génie, un seul est indiscutable et indiscuté, son génie militaire. Pour Napoléon, la guerre était un art. Les spécialistes reconnaissent ses campagnes à sa manière, comme on reconnaît l'étoile d'un peintre, sans regarder la signature. La plus belle, la campagne de 1805. Son chef-d'œuvre, la bataille d'Austerlitz. Son génie militaire ne s'explique pas, il se constate. Le général Moreau disait déjà « Je fais la guerre, Napoléon l'invente ». Napoléon était réellement, au sens chinois du mot, si l'on peut dire, un seigneur de la guerre, c'est-à-dire un homme basant son autorité sur la guerre, basant l'ordre intérieur sur la pratique continue de la guerre
faisant de la nation un bloc extrêmement cohérent pour faire face aux périls extérieurs, et en même temps se nourrissant de la guerre, c'est-à-dire faisant dépendre la prospérité économique de guerres bien conduites et qui rapportaient. Le professeur Gaston Boutoul a inventé une nouvelle science, la polémologie, c'est-à-dire la science de la guerre. Pour lui, en effet, la guerre n'est pas un accident, mais un phénomène sociologique qui dépend de la démographie et de l'économie. Napoléon n'aurait pas pu exister, dit-il, si la France de l'époque n'avait pas, elle aussi, été mûre pour la guerre. Là, il y a eu cette conjonction exceptionnelle d'un homme d'une valeur extraordinaire avec une conjoncture qui le soutenait et qui le portait comme une vague porte un bon nageur. La France, au moment des guerres napoléoniennes, au moment des guerres de la Révolution, avait un potentiel formidable, un potentiel à la fois humain, économique et une position géographique privilégiée qui, Dieu merci, continue. Eh bien, le potentiel humain était prodigieux. La France était qualifiée par les philosophes du temps de Chine de l'Europe. Elle était l'État le plus peuplé de l'Europe. Elle était presque aussi peuplée à elle seule que toute l'Europe occidentale réunie. Et elle était plus peuplée que la Russie. Et il y avait combien d'habitants? En même temps, il y avait 26 millions d'habitants à peu près. Une France étonnamment jeune. Napoléon, sous-lieutenant à 16 ans, général à 21, empereur à 35. Murat, général à 28 ans, maréchal à 37. Le sabreur, pas de jugement, mais du coup d'œil. Davout, général à 23 ans, maréchal à 34. Le meilleur stratège après Bonaparte. Lannes, général à 28 ans, maréchal à 35. Le seul qui tutoyait encore l'empereur. Ney, général à 27 ans, maréchal à 36. Le brave des braves, surnommé Belle-Jambe. Soult, général à 25 ans, maréchal à 35. Le meilleur manœuvrier d'Europe, disait Napoléon. Et Bernadotte, l'aîné, général à 31 ans, maréchal à 40. Un Gascon qui deviendra roi de Suède. Toute une génération de blousons dorés, avides d'aventure et de gloire et qui s'identifient à leur chef, Napoléon. Une conjoncture de cette sorte, lorsqu'elle est conjuguée avec une haute technicité et une situation économique prospère, est la conjoncture type de l'impérialisme. Cela, la guerre équivaut finalement, toute guerre extérieure équivaut à une émigration. C'est une émigration armée. À la poursuite du rêve d'un petit Corse aux cheveux plats, les soldats français vont parcourir l'Europe pendant 15 ans, comme ces hussards aux uniformes rutilants. La Révolution a créé la première armée nationale de l'histoire. Non plus l'armée du roi, composée de mercenaires étrangers, suisses ou allemands, mais l'armée de la nation, composée de citoyens et de volontaires. Une armée démocratique aussi, où les colonels sortis du rang ont une moyenne d'âge de 30 ans. Des va-nu-pieds de l'armée d'Italie, sorte de FFI qui élisaient leurs officiers, le général jacobin Bonaparte fait d'abord une armée de croisés qui transporte la République dans ses fourgons. Mais petit à petit, Napoléon transforme ce peuple en arme, en instrument de son ambition. Les soldats de l'Empire, qui pourtant conserveront toujours le cœur à gauche, vont devenir eux aussi une armée de métier, une armée d'invasion, et pour finir, une armée d'occupation. Pour le moment, ils ne s'en doutent pas encore. Ils suivent avec enthousiasme une idole grisante et dévorante qui les conduit de victoire en victoire. « 1804, le mariage entre la France et Bonaparte est consommé. Napoléon est sacré empereur des Français. Pour la première fois, la France a conquis ses frontières naturelles, jusqu'à la rive gauche du Rhin. Elle a annexé la Belgique et le Luxembourg. Elle exerce un protectorat sur les républiques sœurs, les Pays-Bas, la Suisse et l'Italie du Nord. Après 9 ans de guerre, les souverains d'Europe ont dû se résigner à faire la paix.
Une seule capitale refuse de s'incliner, Londres. Alors Napoléon décide d'envahir l'Angleterre, et pour cela il rassemble 200 000 hommes à Boulogne. C'est ici, au camp de Boulogne, que naît la Grande Armée. Le docteur Jean-Claude Kenva a consacré plusieurs ouvrages aux soldats de Napoléon. Pour cela, il a suivi leurs traces à travers toute l'Europe, et il est parti d'ici, de Boulogne. Nous nous trouvons exactement à l'endroit où s'élevait le trône de l'empereur lors de la fameuse distribution solennelle des croix de Légion d'honneur le 16 août 1804. L'empereur était ici sur un immense podium décoré de trophées de drapeaux, d'armures qu'on avait ramenées des pays conquis, entouré des hauts dignitaires, de plusieurs de ses maréchaux, ainsi, ce qui est chose curieuse pour la petite histoire, sur le trône de Dagobert, ce qui d'ailleurs faisait rire les soldats présents avec des plaisanteries qu'on peut facilement imaginer. Et les troupes, elles, se trouvaient étagées le long d'un immense amphithéâtre naturel. Il y avait là pas moins de 120 000 fantassins. Derrière les fantassins, disposés comme les rayons d'un immense éventail, se trouvait la cavalerie. Et en plus de cette assistance extraordinaire concentrée dans cet amphithéâtre, 50 000 civils curieux étaient venus s'accumuler derrière la position des troupes. On a construit une colonne sur le mode de la colonne Trajane, qu'on appelle maintenant colonne de la Grande Armée. C'est le maréchal Soult, qui commandait le camp même de Boulogne, qui avait demandé à ses soldats d'amputer volontairement une partie de leur solde pour ériger cette colonne en souvenir de cette fameuse journée de la distribution des croix de Légion d'honneur du 16 août 1804. 3 fois, Napoléon est venu leur rendre visite. Ils en ont bien besoin car voilà bientôt 2 ans qu'ils s'entraînent pour un débarquement qui n'a jamais lieu. Mais il suffit que l'empereur paraisse, qu'il distribue quelques médailles et ils oublient la monotonie des jours ordinaires. Sur les 200 000 soldats assemblés ici, la moitié ont 8 à 10 ans de campagne. Ils ont le poil gris et le cuir tanné. Volontaires de la République, ils ont fait connaissance avec Bonaparte au pont d'Arcole. Depuis, ils ont une foi inébranlable dans le petit tondu. Les 100 000 autres sont des jeunes, des bleus. Parmi eux, peu de volontaires et de plus en plus de conscrits, victimes du tirage au sort. Paysans, illettrés, frustes et dociles. On ne leur demande qu'une chose, de marcher et d'obéir. Voici un soldat de 1804. Est-ce qu'il est bien dans cet uniforme? Absolument pas. Étriqué, guindé, serré par les baudriers et le porte-giberne, éreinté par le sac. C'est absolument pas pratique pour respirer ou pour marcher. C'était pourtant l'uniforme avec lequel il partait au combat. Exactement, l'uniforme de combat. Le chapeau va peut-être vous surprendre. Évidemment, nous avons l'habitude de voir les soldats de l'Empire avec de beaux shakos, avec souvent des plumets, des cordons. En fait, en 1804, on pleurait après le shako, mais on faisait des pétitions, mais on en était toujours au chapeau de feutre, atrocement malcommode, vide, déformé, dégoulinant sur les épaules quand il pleuvait ou sur la figure quand on le portait en colonne. Il y avait un habit, un gilet. Un habit, un gilet, une culotte qui rentrait dans les guêtres boutonnées sur le côté, vous voyez, par de nombreux petits boutons, en os ou en bois peint. À Boulogne, on vit à la dure. On couche à 14 sur la paille, dans des baraques de 4 mètres sur 4. On est plus souvent de corvée de cuisine qu'à la parade. D'ailleurs, l'ordinaire n'est pas brillant. De la viande, 1 jour sur 2 seulement. Pour boisson, une bouteille de genièvre pour 16 hommes, de l'eau coupée de vinaigre à discrétion, quelquefois de la bière. Mais quoi qu'il arrive, le soldat français reste jovial et galant, fier de son uniforme, et surtout de cette tenue de sortie qu'il a payée de ses deniers et qui fera sa réputation auprès des dames, à travers l'Europe. Quel est l'armement de cette époque? Quel est le fusil? Comment c'est ce fusil-là. C'est en principe un fusil modèle 1777. Quel était le poids de ce fusil? 4,8 kg, avec la baïonnette. Est-ce que vous pourriez le charger devant nous et nous montrer comment on le charge et comment on s'en sert? Bien sûr.
Déchire la cartouche avec les dents. Oui. J'amorce le bassinet. Rabat. J'engage la cartouche, je vide la poudre. Une fois qu'elle est vidée, j'engage la balle avec le papier. Tirez la Je sors baguette. la baguette et je bourre réglementairement 2 coups. Je remets la baguette et je suis prêt à tirer. C'est-à-dire comme ceci. On joue. Feu à volonté. « 1805. À coup d'or, l'Angleterre a réussi à susciter une 3e coalition contre la France avec la Russie, l'Autriche et la Suède. L'empereur de Russie s'est mis en route avec une force de 50 000 hommes sous les ordres de Kutuzov pour venir se battre aux côtés des Autrichiens. L'Autriche, elle, possède 3 armées, 2 armées au sud, plus de 100 000 hommes, tournées vers l'Italie. Au centre, l'armée du Danube, 58 000 sabres et baïonnettes sous les ordres du général Mack qui menace la Bavière, alliée de la France. Une formidable coalition de plus de 200 000 hommes, sans compter le roi de Prusse qui possède 80 000 hommes mais qui n'a pas pris parti. Il hésite encore. En septembre, sans attendre ses alliés, le général Mack entre en Bavière, prend Munich et avance vers le Rhin. Après 2 ans de paix, Napoléon va être obligé de repartir en campagne. En 4 semaines, les 200 000 hommes de la Grande Armée, regroupés non plus en divisions, mais pour la première fois en corps d'armée que Napoléon vient de créer, arrivent sur le Rhin. Ils ont couvert cette distance de 600 km à la même vitesse que les chars de Guderian ou les blindés de Patton 150 ans plus tard. Mais eux l'ont fait à pied. Le meilleur soldat n'est pas tant celui qui se bat que celui qui marche, disait Napoléon. Car la bataille qui dure seulement quelques heures est le point culminant d'une campagne, qui dure des semaines ou des mois de marche et de contre-marche. Pour la campagne de 1805, Napoléon a réquisitionné 300 000 paires de souliers. Les chaussures qui vont à gauche comme à droite, Oui, avec un lassage plus que primitif, clouté. culpé comme celle-là. Chaussures qui la plupart du temps étaient en cuir assez vert, si bien qu'elles se déformaient très rapidement dans le sol humide et qu'elles devenaient véritablement une torture, si bien que certains soldats préféraient prendre des sabots et continuer leur marche avec des sabots. Mais enfin, on a peine à croire qu'il y avait des chaussures qui n'avaient pas de pied, qui n'avaient ni de pied gauche ni de pied droit. À l'époque, on n'avait pas la conception de chaussures droites et de chaussures gauches, de même pour les bottes de cavalerie. Et c'est avec ces chaussures qu'ils ont fait ces marches si longues. Oui, ces marches qui étaient... D'ailleurs, on prévoyait une paire de chaussures pour 1000 km. Le voilà, notre sergent de Boulogne, pendant la halte aux pipes, les 5 minutes de répit qu'on lui accorde toutes les heures. Il a marché sous la pluie 20 à 30 km par jour, en chantant l'air du curé de Pomponne, appuyé contre son voisin, épaule contre épaule pour ne pas tomber de fatigue. Le produit de ses rapines accroché au ceinturon et le sac au dos qui pèse 25 kilos. Le sac était bourré à plein. Nous allons y trouver non seulement des réserves de cartouches, mais des affaires personnelles du soldat, la pipe, la tabatière, cuillères et fourchettes qui la plupart du temps étaient perdues puis retrouvées tout simplement dans le pillage. Les guêtres de rechange, celles-ci sont blanches, vous voyez, alors que le sergent porte des guêtres noires. Le noir étant réservé à l'hiver et le blanc à l'été ou à la grande parade. Les bas de laine, où certains d'entre eux mettront leurs économies. Le tabac qui était consommé surtout sous forme de pipe ou de prise ou de chic. Ce sac. Le petit sac qui contient les affaires de toilette.
Alors nous avons là, ce qu'on appelait la patience, celle-ci est en cuir, d'autres étaient en bois, qui permettaient l'asticage des boutons de l'uniforme sans salir le tissu. Et il y avait, je vous le rappelle, plus de 30 boutons pour le seul habit d'infanterie de ligne, qui était un des plus simples de l'époque. Et on a estimé environ 20 à 30 minutes le temps pour les jours de parade pour préparer les boutons de son habit. Nécessaire de toilette, ciseaux, passe-boutons, rasoir, couteau. On ne se rasait pas absolument tous les jours, néanmoins, il était rappelé que le soldat devait avoir bonne mine. L'infanterie de ligne, vous voyez, n'avait pas de moustache. Les moustaches étaient réservées aux compagnies d'élite. Le tire-bouchon pliable. L'empereur en avait un semblable dans son nécessaire d'Austerlitz, que l'on possède encore actuellement. Nécessaire à coudre. Il y avait des blanchisseuses dans l'armée, mais il était néanmoins bon que le soldat sache tenir une aiguille. Et qu'il sache aussi, quand c'était nécessaire, et c'était prévu par le règlement, avec ses gros clous, réparer ses chaussures au besoin, même changer complètement la semelle. Et d'ailleurs, ils emportaient un marteau aussi. Ils emportaient un marteau et une paire de semelles de rechange dans le sac. Et les nuits passées au bivouac, par tous les temps. Car il n'est pas question de tente ni de roulante. Il y a belle lurette que l'intendance ne peut plus suivre à ce train-là. Aussi, il faut bien vivre sur le pays. Autour des feux, le soir, on partage le butin chapardé dans les fermes. Tandis que les uns fourbissent leurs armes ou ferrent les chevaux, les autres font griller les poulets, embrochés sur une baïonnette. Début octobre, Mack s'est installé autour d'Ulm et il attend Napoléon à la sortie de la Forêt-Noire. Celui-ci a envoyé Lannes au-devant de lui, mais c'est pour le tromper, car il a déjà son plan, encercler l'armée autrichienne. En 10 jours, avec une rapidité foudroyante, les corps de Soult, de Marmont et de Davout vont prendre Augsbourg et couper les lignes de retraite des Autrichiens. Le corps de Bernadotte, qui vient du nord, marche directement sur Munich pour couper la route à l'armée russe de Koutouzov, qui vient au secours de Mack. Tandis que Ney, avec sa témérité habituelle, fonce tout seul sur le gros de l'armée autrichienne. Le 9, il enlève les ponts sur le Danube. Le 14, avec 2 divisions seulement, il attaque 20 000 Autrichiens à Elkingen, leur prend 1800 prisonniers, 6 canons et 2 drapeaux, grâce à quoi il deviendra duc d'Elkingen. Entre-temps, Murat et Soult se rabattent sur les arrières de Mack. 5000 hommes capitulent devant Soult à Memmingen. La dernière ligne de retraite autrichienne est coupée. En 15 jours, l'armée de Mack est complètement encerclée. Le 20 octobre, c'est la capitulation d'Ulm. 30 000 prisonniers, 60 canons, 40 drapeaux. Tout cela en 15 jours. Napoléon a battu l'ennemi avec nos jambes, peuvent dire fièrement les soldats de l'empereur. Sur les pentes du Michelsberg, la garde et les troupes de Marmont et de Ney sont rangées en bataille. Devant elles, défile pendant 4 heures la garnison autrichienne en uniforme blanc qui jette ses armes. Mack, qui est blessé, et 17 généraux autrichiens aux cheveux blancs viennent faire leur soumission devant le jeune empereur des Français. Novembre. L'armée autrichienne du Danube anéantie, Napoléon lance la grande armée tambour battant sur la route de Vienne, qui est encore à 500 km de là. Il ne veut pas donner le temps à l'ennemi
de rassembler ses autres armées éparpillées dans la nature. L'armée de Bohême, celle du Tyrol et celle de Vienne. En tout, plus de 100 000 hommes. Quant à Koutouzov et à l'armée russe, ils font demi-tour et battent en retraite tout le long du Danube. Koutouzov n'a plus qu'un seul but, sauver à tout prix son armée, qui est talonnée par la cavalerie de Murat. Ce général borgne, qui a perdu un œil contre les Turcs, a 62 ans. Il a tout de suite jugé Napoléon, et il a compris que seule la patience et la ruse pourraient jamais venir à bout de cette force irrésistible. Mi-novembre, Koutouzov réussit à s'échapper en livrant de très durs combats d'arrière-garde à Amstetten, à Dürrenstein et enfin à Hollabrunn. Puis il remonte vers le nord, vers Prague. Pendant ce temps, Murat, tout content, est allé occuper Vienne. Napoléon l'y rejoint, il est furieux qu'on ait laissé échapper Koutouzov, et il donne l'ordre de le poursuivre. Mais il est inquiet. Il est à 800 km de ses bases, ses soldats sont épuisés. Alors il s'arrête à Brno, fait semblant d'hésiter, de tourner en rond et de battre en retraite. C'est le piège d'Austerlitz. Les Austro-Russes, le croyant aux abois, vont faire demi-tour et se lancer à sa poursuite. En effet, 40 000 Autrichiens ont réussi à faire leur jonction avec les 50 000 Russes de Koutouzov. Les deux jeunes empereurs, Alexandre Ier, le tsar de toutes les Russies, et François II d'Autriche, dernier souverain du Saint-Empire romain germanique, roi de Bohême et de Hongrie, qui passent leurs troupes en revue, sont bouillants d'impatience. Cette fois, ils le tiennent, ce Napoléon, ce parvenu, cet usurpateur qui vient les narguer jusque chez eux. Aussi, malgré les conseils de prudence du vieux Koutouzov, les deux jeunes gens ont donné l'ordre de courir su à l'ennemi et de livrer bataille. Le tsar Alexandre Ier a 28 ans. On raconte qu'il est monté sur le trône en laissant assassiner son père Paul Ier. C'est un idéaliste qui se croit appelé à régénérer l'Europe. Quant à François II, il a 43 ans. Il a dû fuir Vienne où Napoléon est venu coucher dans son palais de Schönbrunn. Il veut se venger. Mais depuis 15 jours, l'empereur des Français n'est plus à Vienne. Il ne couche plus dans de beaux draps, mais tout habillé, recroquevillé dans sa berline. Il bat la campagne et prépare son plan de bataille. Le 21 novembre, il s'est arrêté ici sur le bord de la route à 20 km de Brno. Il a longuement contemplé le paysage. Puis il s'est tourné vers ses maréchaux et leur a dit « Examinez bien ce terrain, nous nous y battrons. » C'est le plateau de Pratzen, près du village d'Austerlitz. Pendant 4 jours, Napoléon dicte ses ordres. Et le 1er décembre, tout est en place pour la bataille des 3 empereurs. Nous sommes ici à l'endroit même où l'empereur, le soir du 1er décembre, observait, entouré de son état-major, les positions de l'adversaire. Et ce soir, avec la même lumière rouge qui était celle du 1er décembre au soir, suivre le panorama qui se déroulait devant les yeux de Napoléon. À notre gauche, le point d'appui primordial de l'armée française au nord, le tertre du Santon boisé avec la petite chapelle Sainte-Marie, puis la dépression progressive qu'on appelait la vallée de la cavalerie où se trouvaient les escadrons de Murat. Dans le fond de la dépression, le village de Zirzowitz, où se trouvait la première ligne de l'infanterie de Soult, prête à monter à l'attaque du plateau de Pratzen. Ensuite, nous remontons sur le plateau proprement dit, avec à mi-côte la tâche du village même de Pratzen, le sommet même du plateau. La dépression représente la dépression de la Litawa, où se trouvaient les fameux étangs. Situation au 1er décembre au soir. Les armées sont face à face. À l'aile gauche, Lannes et Murat, avec la réserve de cavalerie,
face au prince russe Bagration et au prince autrichien Liechtenstein. Au centre, Soult, face à Kutuzov, qui vient d'occuper le plateau de Pratzen. À droite, un seul corps d'armée, celui de Davout, qui a fait 128 km à pied en 2 jours, face à l'Autrichien Buxhovden. En réserve, Bernadotte, rappelé d'urgence et qui a fait 90 km en 36 heures. Du côté austro-russe, 93 000 hommes, du côté français, 71 000, sur un front de 15 km. Napoléon sait que l'ennemi va l'attaquer sur la droite, pour lui couper la route de Vienne. En fait, c'est ce qu'il souhaite. Il lui a tendu son flanc droit exprès. C'est un nouveau piège. 9 heures du soir. Autour des bivouacs français, c'est la veillée d'armes. Le moment où l'on dicte à un camarade qui sait écrire une dernière lettre à sa mère ou à sa fiancée. Toujours la même. Demain, ce sera la victoire et après peut-être la paix. Bientôt, nous rentrerons chez nous. Et s'il faut mourir, autant le faire en beauté, rasé de frais. Tout à coup, une immense clameur le long du front. Que se passe-t-il? C'est l'empereur qui vient voir ses soldats. Les grenadiers du 46e de ligne l'ont reconnu. Ils allument des torches faites de paille pour éclairer son passage. Et toute la ligne s'embrase, d'où monte un seul cri. Vive l'empereur! Pendant ce temps, à Austerlitz, les généraux russes et autrichiens mettent la dernière main à leur plan de bataille. Tandis que sous leurs yeux étonnés, le vieux Kutuzov, résigné mais sceptique, s'est endormi. « 2 décembre, le soleil se lève sur Austerlitz. Cette bataille s'engage d'abord par une chance météorologique. Un brouillard qui masque l'armée française aux yeux des ennemis, et par contre, un soleil qui va se lever vers les 8 heures et éclairer très nettement les forces adverses, alors que nous restons dissimulés aux yeux justement des Austro-Russes. Voilà l'intérêt réel du soleil d'Austerlitz. 2 décembre, 7 heures du matin. Comme Napoléon l'avait prévu, Buxhovden attaque sur la droite, suivi par Kutuzov. 30 000 hommes, russes, autrichiens, hongrois. En tête, une colonne russe commandée par le comte de Langeron, un émigré français. Les divisions Legrand et Friant, appuyées par les dragons de Coursier, subissent le choc et contre-attaquent. « 9 heures du matin, l'empereur lance Lannes et Murat avec la réserve de cavalerie contre Bagration et Liechtenstein. Son plan original, déborder l'ennemi sur la gauche et éventuellement l'encercler. Les hussards et les chasseurs de Kellermann et les cuirassiers de Nansouty chargent droit sur les canons russes. Toujours 9 heures du matin. Maintenant que Kutuzov et Buxhovden sont bien engagés sur la droite, Napoléon lance Soult à l'assaut du plateau de Pratzen. Les divisions Vandamme et Saint-Hilaire vont gravir la pente en 20 minutes.
Kutuzov est blessé. Les régiments de Novgorod et de Petite Russie s'enfuient vers Austerlitz. 11h30. À gauche, la situation est statique. À droite, Davout est tenu. Napoléon comprend que le sort de la bataille se joue ici, au centre. Alors, nouveau trait de génie, il change son plan. Il envoie Bernadotte occuper le plateau et poursuivre Kutuzov, qui fuit vers Austerlitz. Il donne l'ordre à Soult de faire mouvement sur sa droite pour tomber sur le dos des Austro-Russes. Ceux-ci, pris en tenaille, se sauvent en désordre à travers les étangs glacés où, selon une légende tenace mais fausse, ils vont se noyer. À midi, la bataille est pratiquement gagnée. L'ennemi est coupé en deux. Napoléon vient alors sur le plateau lui-même avec sa garde. Juste à ce moment-là, le grand-duc Constantin, qui commande la garde du Tsar et qui est venu d'Austerlitz sur le champ de bataille, remonte vers le plateau à la recherche de Kutuzov. Les Russes s'approchent. Il y a un moment d'émotion. L'empereur imperturbable fait donner la garde. En 15 minutes, les chasseurs de Morlan et les mamelucs de Rapp ont mis en pièces le régiment des chevaliers gardes, toute la noblesse dorée de Saint-Pétersbourg. En fin de journée, du haut du Pratzen, Napoléon contemple sa plus belle victoire. Le soir, il couchera au château d'Austerlitz, une fois encore dans le lit de l'empereur d'Autriche. C'est de là qu'il écrit à Joséphine « Je me suis un peu fatigué, je vais dormir 2 ou 3 heures. » Il l'a bien mérité. 100 000 prisonniers, assez de drapeaux pour tapisser Notre-Dame, assez de canons pour construire la colonne Vendôme. Tout cela en 70 jours de campagne et 8 heures de bataille. C'est là aussi qu'il rédige son fameux bulletin. « Soldats, je suis content de vous. Je vous ramènerai en France. Et il vous suffira de dire « J'étais à Austerlitz » pour qu'on vous réponde « Voilà un brave ». Mais combien de ces braves rentreraient jamais chez eux? Austerlitz n'était pas la fin de l'aventure, mais le début. Une aventure glorieuse et cruelle qui allait les conduire de Cadix à Moscou. La plupart d'entre eux y laisseraient leur vie en chemin, tués ou blessés, car être blessé, c'était pratiquement être condamné. Le chirurgien en chef de la garde, Larrey, dont le tableau se trouve au musée du Val-de-Grâce, n'avait à sa disposition qu'un service de santé primitif et dérisoire, comme l'explique son biographe, le docteur Soubiran. Eh bien oui, ce sont les ancêtres des ambulances. Et voici quelque chose qui historiquement est amusant, ça s'appelle la Wurz ou la saucisse, qui était due à l'imagination de Percy. Et il faut imaginer les médecins, les chirurgiens militaires, assis à califourchon, les uns derrière les autres, sur cet appareil, et approchant du champ de bataille. Et au lieu d'y arriver à pied, suant et essoufflé, y arrivant dans une position confortable pour s'occuper de ces blessés qui étaient relevés, pansés, soignés, quelquefois amputés sur le champ de bataille même. Pour toute anesthésie, un bon verre de gnôle. Et pour bistouri, une panoplie qui rappelle plutôt des instruments de torture. Je vais pouvoir expliquer comment, par exemple, tout de suite après la blessure, il fallait retirer la balle avec ce magnifique instrument qui est un tire-balle. On enfonçait cet appareil dans le fond de la plaie, on tâtait jusqu'au moment où on trouvait le contact de la balle en plomb. À ce moment-là, on faisait sortir cette espèce de petit tire-bouchon que l'on vissait dans la balle et il ne restait plus ensuite qu'à retirer doucement
et la balle de plomb et l'appareil qui la menait avec lui. Toujours sans anesthésie. Et toujours, bien entendu, sans anesthésie, puisque, remettez votre bras, puisque l'anesthésie ne date que de 1846 et que nous sommes en 1805 ou en 1815. Docteur, comment se passait une amputation? Eh bien, il fallait bien entendu prendre un couteau. On faisait, comme sur le tableau que nous avons vu, la grande incision circulaire. Et ensuite, on se trouvait par conséquent à avoir à couper l'os. Et pour avoir un beau moignon, on se servait de cet appareil qui a été inventé par Percy et qui s'ouvre, vous voyez, comme une sorte de guillotine. On mettait l'appareil comme ceci, l'os, l'humérus venait dans ce creux, on refermait, et il ne restait plus ensuite qu'à prendre une scie. Je vais prendre d'ailleurs la scie, une scie vénérable, puisque c'est la scie du professeur Dessau, qui était le professeur de l'arrêt, et le long de cette plaque, qui avait servi à remonter le muscle le plus possible et à dégager par conséquent le plus d'os possible, on donnait un grand coup de scie, et bien entendu, le bras, cette partie du bras tombait, et à ce moment-là, l'appareil s'enlevait très facilement, et il ne restait plus qu'à rabaisser, si j'ose dire, les muscles, et à former un joli moignon, ou dans lequel l'os avait disparu, et qui était bien encapuchonné de muscles, et ensuite on cousait. On en arrivait ensuite au stade de la couture, et nous avons ici toute une série d'aiguilles de toutes sortes. Voici les relativement primitives, qui sont d'ailleurs extrêmement ingénieuses, puisque, vous voyez, cette partie-ci est en acier, cette partie-ci est en argent, et que je pense que l'on voit ici le trou qui servait le chat, si j'ose dire, de cette aiguille. Est-ce qu'on peut dire que le service de santé a fait des progrès sous l'Empire? Eh bien, non, il n'a pas fait de progrès fondamentaux, en ce sens que la chirurgie de l'époque butait toujours sur les deux obstacles qui ont été son empêchement majeur de progression, l'absence d'anesthésie d'une part, et d'autre part, la méconnaissance des microbes. C'était souffrir ou mourir, et la plupart du temps, ou bien trop souvent hélas, comme pour le maréchal Lannes, c'était souffrir, puis mourir. Oui, les victoires allaient coûter de plus en plus cher. Wagram, 34 000 morts et blessés. La Moskova, 30 000. Leipzig, 60 000. Les guerres de la République avaient déjà coûté 700 000 morts à la France. Les campagnes de Napoléon allaient lui en coûter 1 million de plus. Mais la France s'était donnée à Napoléon pour le meilleur et pour le pire. Et elle le suivrait aveuglément jusqu'à Waterloo. De cette aventure sanglante, elle ne garderait que le souvenir d'une épopée fulgurante. Entre-temps, l'empereur lui avait donné pour longtemps le goût de la gloire, des uniformes et des défilés militaires. Il ne reste plus qu'un seul régiment de cavalerie à cheval en France. Celui de la garde républicaine de Paris, héritière des gendarmes d'élite de la garde impériale. Depuis Napoléon, le règlement n'a pas changé. C'est exactement ainsi que sous les ordres de Murat, 10 000 cavaliers se rassemblaient sur le champ de bataille à Eylau. Rangez vos sacoches, on va l'arrimer là. Hein. À cheval! Escadron en bataille! Oh! C'est exactement ainsi
que sous les yeux de l'empereur, la cavalerie de la garde allait charger à Austerlitz.